Djibril Oumana, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes originaire du Congo. Vous avez su gravir les échelons petit à petit pour vous faire un nom dans le monde de la lutte française. En même temps, avec votre gabarit, ce n'était pas très compliqué. Malheureusement, votre carrière a connu un coup d'arrêt assez brutal, ce qui vous a poussé à vous retirer du monde de la lutte. Mais vous avez su rebondir et depuis, vous vous êtes reconverti avec un certain succès dans le monde de l'entrepreneuriat, mais pas que. Djibril, bienvenue dans l'entretien face caméra. Merci à vous. Alors pour vous, Djibril, tout a commencé au Congo, dont vous êtes originaire. Vous êtes issu d'une famille de 12 enfants. C'est pas rien quand même. Non, c'est comme beaucoup de familles africaines, on est composé. Donc effectivement, de mon père et de ma mère, je suis fils unique. Et par après, on a eu mon père et voilà, comme dans beaucoup de familles africaines, on est assez nombreux effectivement. Mais c'est une chaleur humaine qui est excellente pour le bon vivre. Ouais. D'ailleurs, ça se passe comment dans la fratrie? Comment est-ce qu'on trouve sa place parmi 12 enfants? Pour ma part, je trouve que moi, je suis quelqu'un de très famille. Donc, je suis le premier de mon père et ma mère. Ensuite, le reste qui suit derrière moi, ça fait que je suis un peu... j'ai toujours été un garçon proche de mes sœurs et frères. Alors, le Congo, vous allez y rester jusqu'à l'âge de 7 ans. Oui. Ensuite, direction la France. Oui. Comment ça se passe ce départ? Ça a été, dans un premier temps, je garde tout un souvenir d'enfance qui est dans ma mémoire, ancré. Et c'est d'ailleurs ce qui me permet souvent de ne pas oublier d'où je viens, parce que quand vous venez d'un pays africain, là où vous êtes, on va dire qu'on vivait quand même pas dans la pauvreté, mais dans des familles moyennes. J'étais dans une école française, donc on parlait tout ce qui était, on va dire, la langue française n'était pas une difficulté pour nous. Mais ça a toujours été plus difficile lorsque vous venez à cet âge-là où vous laissez le reste de vos cousins et cousines et vous venez de découvrir un milieu nouveau. Donc ça a été difficile au départ, mais bon, avec le sport, ça m'a permis de pouvoir vite rebondir. Et c'est justement arrivé en France que vous allez vous mettre au sport de façon plus rigoureuse, et ce sera la lutte pour vous. C'est pas commun parce que d'ordinaire, les jeunes à cet âge-là, ils sont plus tournés vers les sports collectifs. Qu'est-ce qui vous a attiré sur la lutte? Il faut savoir que j'ai eu la chance de rencontrer, donc à l'époque, je pense qu'il y avait un prof de PS qui s'appelait, d'ailleurs je ne peux pas oublier, puisque c'est le mec qui a fait ramener tous les grands champions de lutte française, en tout cas d'Île-de-France, de notre club, Olivier Feder. Et c'était notre prof de PS, en même temps c'était l'entraîneur du club de la lutte. Et vu qu'avec l'école, on faisait du sport avec lui, et au moment-là, il nous a donné un cours de lutte. Et mon père ayant fait du judo plus jeune, le gars m'a proposé de venir à la salle. Il faut savoir qu'il y a une histoire qui est magnifique, c'est que j'étais le premier noir à avoir fait de la lutte dans ma ville et dans mon club. Par la suite, mon frère est venu, par la suite, mon père est venu, mes sœurs sont venues, mes 5 sœurs ont fait de la lutte. Maintenant, elles font du basket, mais pendant 4-5 ans, elles ont fait de la lutte avec nous. Et ça a donné cette génération qui a permis à d'autres lutteurs qui sont sortis des champions de France, des champions d'Europe, qui sont sortis de mon club par rapport à ce lancement qu'on a pu lancer au sein de notre club. Alors j'ai fait du basket 5 ans avec l'UNSS, j'ai fait de l'athlétisme 5 ans avec l'UNSS, j'ai fait du foot 5 ans en club, mais mon sport de base, le sport là où on parlait de moi beaucoup dans les journaux, où on parlait de nous tous les semaines parce qu'on partait au championnat de France, où on était sélectionné avec la sélection Île-de-France, c'était la lutte. Et j'aime ce sport, malgré que je suis sportif complet, mais ça reste mon sport de prédilection. Et justement, pourquoi la lutte? Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dedans? C'est le côté combat, c'est quoi? Je pense, aujourd'hui par exemple, ça fait 5 ans que je joue au rugby, et j'aurais pu changer de sport pour me dire, tiens, je vais un peu voir ailleurs, mais le rugby reste un sport comme la lutte, là où on a ce respect encore de l'homme. Ce n'est pas un sport qu'on fait pour de l'argent, puisqu'on sait qu'à la lutte, il n'y a pas d'argent. Il y a 2 minutes, je parlais encore avec le capitaine de l'équipe de France qui sont à l'INSEP, parce que je leur disais que j'allais passer par après pour les voir. Mais ça reste un sport là où c'est d'abord la motivation, l'amitié. Mélo, qui est capitaine de l'équipe de France, champion du monde, ça fait depuis l'âge de 7 ans que nous sommes amis. Donc c'est un lien qu'on n'a pas dans les autres sports aussi. C'est le respect humain, c'est le respect de l'autre. Et on ne perd pas parce qu'on a triché, on perd par la force qu'on a dans la tête et dans les bras. Ce n'est pas avec les forces qu'on va chercher outre. Alors, chez vous, il y a une attirance donc, pour les sports collectifs. Vous l'avez dit, vous avez fait pas mal de sports, mais aussi une attirance pour les sports de combat. Il n'y a pas que la lutte. Et qui dit combat dit boxe. Et qui dit boxe dit Mohamed Ali, que vous adorez beaucoup.
C'est un personnage que j'admire jusqu'à maintenant parce que on peut parler de plein de boxeurs actuellement, mais Mohamed Ali, ça reste quand même déjà un boxeur qui est venu boxer au Congo. Ça, c'est un combat que je pense que... Le fameux combat. C'est ça, là où il disait Bomaye, Bomaye. Et ça, c'est dans l'histoire du sport. Il n'y a pas d'autres pays africains qui ont pu organiser un beau combat sur nos terres. Même aujourd'hui, avec les bons champions qu'on a, il n'y en a pas encore qui ont été organisés en Afrique. Et ça, c'est vraiment, je reste en admiration envers ce garçon. Ce monsieur, c'est un grand monsieur du sport. Et puis même quand vous l'entendez parler jusqu'à maintenant, c'est toujours l'exemple pour tout sportif, quoi. Alors Ali, ce sont aussi des combats en dehors du ring, notamment pour les droits de la communauté noire. C'est quelque chose qui vous parle, ce combat? J'ai créé une association qui s'appelle Jeunesse Africa, dans le sens où je reste persuadé que même si nous vivons ici en Europe, les jeunes en Afrique, malgré les réseaux sociaux, aimeraient toujours avoir des exemples tels que nous, en tout cas les jeunes qui sont en Europe, qu'on puisse retourner pour pouvoir les aider. C'est facile, souvent on voit des jeunes dire que oui, je suis africain, mais qu'est-ce qu'on fait pour aider l'Afrique? Moi, je pourrais aller faire autant de manifestations qu'il faut, mais ce n'est pas ça qu'il faut. Aujourd'hui, pour pouvoir aider l'Afrique, par le biais du sport, c'est venir peut-être les aider, et avec nos sportifs, peut-être on ne demande pas de l'argent, on demande juste de venir et d'être entraîné par des sportifs qui ont peut-être acquis des expériences en Europe, et revenir sur nos terres pour pouvoir aider cette population où je reste persuadé que des athlètes, il y en a dans chaque coin de rue, j'ai envie de dire par humour, chaque coin de brousse, on trouverait des athlètes de haut niveau en Afrique. Donc ça, c'est vraiment un combat que je tiens et que je me bats tous les jours quand je me lève, quand je fonctionne, que je sponsorise beaucoup d'équipes en Afrique, que j'essaie d'aider beaucoup d'équipes et des jeunes africains à devenir, comme on dit chez nous, devenir ballon d'or. On va revenir sur cette fameuse phrase du Ballon d'Or plus tard, mais avant ça, on va rester sur l'aspect un petit peu combat, parce qu'il y a une autre icône que vous aimez beaucoup, et d'ailleurs pour vous, c'est une personnalité qui a marqué l'histoire, c'est Nelson Mandela. Un monsieur qui a fait plus de 20 ans de prison, et par les mêmes personnes qui l'ont incarcéré, et il sort auprès de 20 ans, et il devient président de la République, il pardonne les personnes qui l'ont mis en prison. Ça, c'est un exemple... certes, à ne pas oublier ce qui s'est passé dans l'histoire africaine, mais c'est un exemple total dans le sens où qu'est-ce que vous pouvez faire de plus comme pardon? On vous met 20 ans en prison, vous sortez, vous acceptez de pardonner ces mêmes personnes et vous devenez le président de votre pays. Après, le bien ou le mal, ça, c'est pas à nous de juger, mais c'est un monsieur qui est un exemple totalement pour l'Afrique. Ouais. Par rapport au combat qu'il a fait, par rapport à tout ce qu'on sait que l'Afrique du Sud subit, beaucoup de personnes parlent de combat extérieur de l'Afrique. Certes que je suis pour, mais le combat d'abord pour nous Africains, c'est d'aider nos jeunes en Afrique. Et ça, c'est un exemple qu'on ne peut pas oublier. Alors, on va revenir un petit peu sur votre parcours, Djibril. Il y a un moment fort pour vous, c'est lorsque vous avez 14 ans. Vous êtes nommé athlète de l'année. Et en finale, il y a des sportifs comme un certain Tony Parker. Exactement. Alors, une petite anecdote sur Tony Parker. Il faut savoir qu'il habite pas trop loin de chez moi, donc lui il est à Fontainebleau, etc. Moi, mes parents sont juste à côté. J'étais au restaurant avec des amis. Il n'avait pas encore signé à l'époque, c'était Seattle. Ouais. Il n'avait pas encore signé et il mangeait juste à côté de moi, donc dans un restaurant. Et ma sœur adorait Tony Parker. Et en ce moment-là, je ne savais pas qu'il allait devenir ce qu'il allait devenir. Forcément. Et j'ai dit à ma petite sœur, il y a Tony Parker à côté de moi. Elle me dit, s'il te plaît, fais une photo. Je vais voir Tony respectueusement. Et je lui dis, est-ce que je pourrais te passer ma petite sœur au téléphone? Et alors, il lui passe le bonjour. Salut Stéphanie, tu vas bien? C'est Tony Parker. Elle, mais moi, il me dit, vous me connaissez? Je fais, non, je ne sais pas du tout qui vous êtes. Quelques années plus tard, il devient ce qu'il est. Et l'histoire a voulu qu'à mes 14 ans, lorsque j'ai été élu meilleur lutteur de l'année, donc je pense que je suis le seul lutteur homme. Après, la jeune fille, c'était Vanessa Sivi. D'ailleurs, on en parlait hier soir parce qu'elle savait que je venais à l'émission. Et en garçon, malgré les champions olympiques qu'il y a en équipe de France, je suis le seul lutteur, en tout cas français, à avoir eu la chance d'être élu lutteur de l'année, donc la Coupe du Fair Play. Et je me retrouve en finale face à Tony Parker, on sait ce qu'il est devenu. Laure Manoudou, on sait ce qu'ils sont devenus. David Douillet, on sait ce qu'ils sont devenus. Et je finis, voilà, je finis pas sur le podium, mais c'est des grosses pointures du sport qui étaient devant moi. Donc ça, c'est tout un honneur que je ne peux pas oublier parce que c'est très rare déjà d'avoir cette coupe-là. Et l'histoire a voulu que j'ai perdu au championnat de France face à un jeune homme qui ne m'a jamais battu. Et je gagnais 14-0, 30 secondes de la fin. Il me bat par tomber. Il y a les qualifications pour les championnats de France derrière.
mon entraîneur qui me regarde, le sélectionneur qui me regarde, ils disent, bah, je leur demande qu'est-ce qui se passe. Ils me disent, mais pourquoi tu rigoles? Je dis, bah, Charles ne m'a jamais battu, c'est pour ça que je rigole. Et eux, ils disent, non, tu vas pas au championnat de France parce que tu as fini 3e, tu avais perdu le tour d'avant. Et là, choqué, je me mets à pleurer. 2 semaines après, je reçois à la maison, vous êtes convoqué pour être sélectionné en tant que sportif de l'année. Et ça, c'est tout un honneur pour moi, en tout cas. Pour un jeune sportif, surtout. Grosse fierté. C'est une grosse, énorme, énorme, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, je n'étais pas encore de nationalité française. Donc, il y a l'INSEP qui était près de nous, il y a l'équipe de France qui était près de moi et mon frère, mais on n'avait pas encore la nationalité. Par après, mon frère a eu la nationalité par la lutte, donc il a intégré rapidement l'INSEP. Moi, j'étais au CREPS et tout ce qui était sport-études autour des Dijon, Besançon, qui était avec nous. Mais voilà, c'est une fierté énorme, parce que je sais bien qu'on faisait quand même partie des 5 meilleurs lutteurs français. Et pour ne pas prendre la grosse tête à dire qu'on était les meilleurs de notre génération, et en sachant qu'on était les seuls blacks, oui. À l'époque on était vraiment les 3 seuls blacks qui étaient dans la lutte française. Et voilà, on était vraiment l'espoir de notre sport et on reste toujours des figures de notre sport. Lorsqu'on se rencontre, lorsqu'il y a des événements de lutte, ben, les anciens, les jeunes savent qui nous sommes. Alors votre carrière dans la lutte va durer près d'une quinzaine d'années. Alors il est comment l'univers de la lutte? Il faut savoir qu'à la lutte, on a un exemple que d'ailleurs je remercie parce qu'ils m'aident beaucoup dans ce que je fais. C'est une personne que je dialogue beaucoup, c'est le directeur technique de l'INSEP qui s'appelle Yalouz, donc Gianni Yalouz, qui était le premier champion d'Europe et champion du monde, en tout cas français. Et aujourd'hui, on sait ce qu'il en est puisqu'il s'est occupé de l'athlétisme française, aujourd'hui directeur de l'INSEP. C'était l'exemple, c'était notre Jordan à nous. Moi, je dis toujours que Jordan, il y a le basket avec Jordan, à la lutte, on avait notre Jordan qui était Yalouz. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être ami avec. On est vraiment très proches. Il me conseille beaucoup. Et lorsque vous avez votre Jordan en face de vous, ça reste toujours un exemple et un plaisir et un honneur. Donc Yalouz était le centre de la lutte. Et moi, pendant des années, j'ai voulu lutter comme Yalouz. Je m'entraînais comme Yalouz. Et voilà, c'est un monde fermé. Dans le sens fermé, là où les lutteurs, on est très proches entre nous. On aimait bien aller chercher la petite guéguerre avec les rugbyman, parce qu'on disait toujours que le rugby, ils aiment le contact. Alors de temps en temps, quand on était en stage pour les championnats de France ou en préparation pour les championnats de France, il y a tous les athlètes français qui se retrouvent. Alors tu t'amuses à voler le beurre ou bien le radis des autres athlètes. Et là, ça faisait des belles bagarres entre sportifs en fin de repas. Et souvent même, on se retrouvait, allez, tu sais, quand tu es en crêpes, tu as tous les athlètes qui sont là, vous vous connaissez un peu, donc on te titille, est-ce que tu es le meilleur, est-ce que c'est l'autre le meilleur? On avait ces défis que les entraîneurs nous lançaient. Aujourd'hui, on s'entraîne avec les rugbyman, demain, on s'entraîne avec les judo. Donc ça reste un monde... c'est notre monde, c'est un univers là où les hommes et les femmes se côtoient, sont proches, parce que c'est un sport de corps à corps. Donc effectivement, on n'a pas de secret d'intimité des uns des autres, mais toujours dans le respect de l'homme et de la femme, jusqu'à aujourd'hui, je vous dis, on a des liens. Moi, j'ai des amis depuis l'âge de 7 ans, 5 ans. On est toujours amis aujourd'hui, même s'ils habitent de l'autre bout du monde, on est toujours en contact. Mais pour vous, Djibril, la lutte, ça va s'arrêter brutalement. Vous allez devoir mettre un terme à votre carrière après un grave accident de moto. C'est ça. C'est en 2016. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il faut savoir qu'entre-temps, j'ai déménagé en Belgique. Donc ça fait 8 ans que je vis là, je suis marié, père de 2 enfants. Et j'ai un hobby, il faut savoir que je ne bois pas, je ne fume pas, je ne bois pas de café, je ne bois pas de cigarette. La raison qu'on me demande, ce n'est pas une religion religieuse, non, c'est une religion toujours avec la lutte. Mon entraîneur de lutte à l'époque nous avait donné un exemple concret. On avait un mec qui était champion d'Europe dans notre club, Edouard Babec. Et l'entraîneur nous a dit, si un de vous, je le vois fumer, ou je le vois boire, je déchire sa licence. Donc moi, c'est resté dans ma tête que si Edouard Babec, qui est champion d'Europe, on l'interdit de fumer, nous qui étions juste des doubles champions de France ou champions UNSS, alors comment on peut s'amuser à fumer? Depuis, c'est resté dans ma tête que fumer, boire, tout ça, c'est pas du tout dans... J'y pense pas en fait. Alors par contre, j'adore la moto, j'aime rouler en moto, toutes sortes de roues, j'adore. Et donc justement, je revenais du foot. Comme je vous disais, là-bas, je joue au rugby, ça fait 5 ans. Et en même temps, je joue au foot le dimanche. Et un jour, je rentrais chez moi et donc j'habite à la frontière entre la Hollande et la Belgique. Il y a un Hollandais qui m'a barré la route sur l'autoroute et donc il a tapé la roue avant de ma moto. D'ailleurs, je pense que c'est le sport qui m'a sauvé puisque j'ai eu cet accident. Je suis resté 3 mois allongé à l'hôpital, 2 jours dans le coma. J'avais 7 côtes cassées, donc mes 7 côtes étaient cassées. Mes doigts, j'ai encore les cicatrices sur mon corps. Mon bras a été cassé 4 fois, donc ici, là. Mes 5 doigts étaient cassés. Le genou cassé, clavicule, j'ai eu une mineure pendant 6 mois. Je suis resté allongé 3 mois et 1 an de rééducation.
pour ne serait-ce que pouvoir attraper un verre. Donc mes doigts ne pouvaient plus bouger. Les médecins me disaient que j'allais peut-être plus marcher, puisque pendant 3 mois, là où vous êtes allongé, il faut savoir que vous ne bougez pas, vous ne descendez même pas du lit. Je suis resté bloqué pendant 3 mois comme ça. Et au bout de 3 mois, j'ai demandé au kiné est-ce qu'ils pouvaient me faire marcher. Ils m'ont dit non. J'ai dit si, je pense que je suis capable de ne serait-ce que descendre du lit. Ils ont fait l'essai. Et les médecins, ils étaient étonnés dans le sens où l'histoire voulait que le jour où on est venu me chercher pour emmener en rééducation, donc en révalidation, le monsieur, il est venu chercher un mec coincé du lit de partout. Et j'étais sur 2 cannes. Et il demande à l'infirmière, il est où le patient? Et je lui dis, bah, c'est moi. Il me dit, non, c'est pas vous qu'on vient chercher. Nous, ici, on vient chercher un mec, tout est cassé. Les côtes cassées, j'avais les 7 côtes cassées. Les poumons étaient perforés. Et ils étaient étonnés de pouvoir voir que je pouvais, en tout cas, me remettre debout. On m'a gardé encore 1 an à l'hôpital. Pendant les 1 an, j'ai mon kiné qui m'a lancé un défi. Et il m'a dit, écoute, si tu arrives à me pousser, ça veut dire que tu es capable de pouvoir marcher. Et pendant tous les jours, je me levais de ma chambre d'hôpital, j'allais dans la chambre avec les kinés, et j'essayais de le pousser. Et au bout de 4-5 mois, il est venu, il m'a poussé, j'ai retenu. Il m'a dit, maintenant, tu peux commencer à t'entraîner au niveau de ta jambe, etc. Et là, j'ai travaillé vraiment pour... je me disais comment je portais mes enfants, comment je vais pouvoir jouer avec mes enfants. Et j'ai travaillé un an où je faisais rien, que travailler pour pouvoir récupérer mes jambes, récupérer mes doigts, récupérer mes mains. Et voilà, aujourd'hui, je suis face à vous et c'est une belle aventure qui a pu naître ce jour-là. Et bon, si pour la lutte, ça s'est arrêté, ça vous a permis de découvrir d'autres mondes parce que vous êtes reconverti justement dans le textile. D'ailleurs, vous portez votre marque. Et c'est pas un hasard parce qu'avec une grand-mère commerçante et une mère commerçante, c'était tracé. Bah, on m'a posé la question, même mes amis, quand j'ai lancé, donc je me suis lancé dans le textile, ma femme était étonnée, tous mes amis étaient étonnés, ils me disent mais qu'est-ce que tu veux faire, c'est quoi que tu veux faire? J'ai des amis qui sont venus me voir à l'hôpital donc pendant les 3 mois et ils m'ont dit fraîcheur de vivre, t'es cassé de partout. Donc ça c'est mes copains du rugby et je leur ai dit non les mecs, je reste le black qualité. Et sans savoir pour autant que j'allais créer une marque de vêtements, sans savoir que j'allais me lancer vraiment dans le textile, je travaillais, j'avais mon contrat chez Foot Locker. Et en ce moment-là, le médecin il vient me voir, il me dit que je peux récupérer mes 5 doigts. Et comme ma couleur préférée, c'est le orange, vu que la Hollande, c'est orange, mais comme c'était un Hollandais qui m'avait rentré dedans, je détestais la Hollande. Et là, le médecin, quand il m'annonce que mon bras et mes mains peuvent revenir, je lui demande de mettre un plâtre de la couleur orange. Il met le plâtre orange, et j'ai dit à ma femme d'écrire Black Qualité. Donc j'ai écrit Black Qualité ici. J'adore le PSG, donc je mets PSG, etc. Et je fais une photo, sans pour autant me dire que ma vie allait changer ce jour-là. Et là, tous mes copains en France me disent « c'est quoi, c'est une marque américaine ?» Je fais « non, c'est juste une photo, une simple photo. » Je rentre chez moi au bout de 3 mois, je reste à l'hôpital, donc les 1 an que je viens de vous dire. J'ai à ma femme enregistre un peu la marque Black Qualité. Elle me dit pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent si c'était une marque, avant que quelqu'un nous vole l'idée. Et elle enregistre la marque, je lui demande de me faire le dessin entre le B et le Q. Oui. Et elle me fait ce premier dessin, donc le BQ. Le BQ vient par après, donc je fais Black Qualité, j'enregistre la marque. Là, je peux pas conduire, je peux pas marcher. Je m'achète une Smart automatique. Et j'aime bien Batman, parce que c'est le seul super-héros qui n'a pas de pouvoir, mais c'est un super-héros. Effectivement. Et alors j'appelle ma voiture la Black Mobile. Et quand les clients m'appellent, ils me disent écoutez, est-ce que vous pouvez me livrer un t-shirt Black Qualité avec la Black Mobile? Et j'arrivais chez les gens, vu que j'étais blessé de ma jambe gauche et de mon bras en ne pouvant pas marcher. Alors je venais, je filmais et je leur disais la Black Mobile est là. Et la phrase était si tu dors, tu ne seras pas ballon d'or. Et tous les clients, ils me disaient oui, moi j'ai pas eu ma phrase, est-ce que tu peux me faire ma vidéo avec le ballon d'or? Et c'est comme ça que l'engouement a commencé à prendre. Et un jour, il y a un client qui m'a écrit, il m'a dit j'adore ta marque BQ. Je lui ai dit mais non, ma marque c'est Black Qualité. Il me dit non, j'aime trop BQ. Et je réalise qu'en fait, le BQ était à l'intérieur de Black Qualité, donc c'est les initiales de Black Qualité. D'accord. Alors, l'avenir de la marque aujourd'hui est BQ, parce que comme je dis souvent, il y a beaucoup de jeunes comme nous qui avons créé des marques, etc. Mais ça reste toujours dans le côté, vous savez, on a toujours envie de garder cette envie citée ou non, ici, moi, mon père, votre maman, votre grand-mère peut porter BQ. Mon père, des amis, des plus vieux, des parents, des adultes portent BQ. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on sait que Black Qualité c'est BQ, c'est facile pour tout le monde. Des costumes BQ on peut sortir, des chemises BQ on peut sortir, des paires de chaussures BQ on peut sortir. Mais tout ça, c'est venu avec le travail et des rencontres, des personnes qui m'ont rencontré autour de ce chemin et autour de ce projet, qui ont fait qu'on a évolué toujours dans le bon sens. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que
On a quand même des ambassadeurs au niveau des États-Unis, Australie, Tokyo. En Afrique, on aide beaucoup d'académies, parce que ça, c'est vraiment un projet que je ne peux pas oublier sans mettre l'Afrique dans le centre de ce projet, parce que là où il y a le plus de black qualité, je crois que C'est en Afrique. c'est en Afrique. Évidemment. Et voilà, c'est vraiment un honneur et un plaisir d'avoir ici. Peut-être dans mon malheur, j'ai eu un bonheur. Et je remercie pas le gars qui m'est rentré dedans, mais je remercie Dieu de m'avoir laissé vivre et mis ce projet dans ma vie, parce que ça a quand même changé tout le cours de ma vie en tout cas. Comme quoi, c'est une belle histoire. Il y a un chapitre qui se ferme et un autre qui s'ouvre. Exactement, exactement. C'est vraiment un plaisir, parce que je me dis que si j'aurais pas eu cet accident, c'est triste à dire, je n'aurais jamais créé cette marque, je n'aurais jamais voulu, en tout cas, entrer dans le textile. Voilà, c'est comme quoi on dit toujours qu'il ne faut pas perdre espoir, et il faut travailler, parce que je pense que c'est en travaillant seulement qu'on arrive avec des résultats. Il faut être patient, parce que j'ai eu des hauts et des bas au cours de ce projet, là où de fois tu as envie d'abandonner, de fois tu as envie de lâcher. Aujourd'hui, ça fait 3 ans que je suis dans ce projet, où on a nos boutiques aussi qui tournent, mais c'est toujours difficile lorsque, vous savez, je donne toujours l'exemple, quand vous êtes le fils de... C'est facile, de moi vous lancez une marque de vêtements, tout le monde connaît. Mais lorsque vous venez de nulle part et que vous voulez devenir, on va vous poser la question, qui tu es? Pourquoi? Et là, c'est là où je travaille acharnement, c'est là où on est en train de vraiment travailler dans le sens où la phrase Ballon d'Or, c'est sorti aussi de nos têtes, comme les grosses marques ont leur phrase, mais eux, ils ont travaillé, ils ont payé des gens des millions pour trouver ces marketing-là. Et nous, on a la chance que, en tout cas, j'ai cette chance-là, qu'on m'a donné la marque et on m'a donné une phrase. Et ça va dans le sens que je pense que c'est pas par hasard. Je crois que pour ceux qui croient en Dieu, moi je suis croyant, et je pense qu'on m'a mis ce projet dans ma vie pour arriver à un aboutissement. Et ce n'est pas spécialement l'aboutissement de la richesse, non. C'est plutôt de mettre en valeur une communauté et de mettre en valeur des jeunes comme nous, qu'on peut aussi sortir des idées sans des millions à côté de nous. Et ces idées peuvent être très bonnes, parce que si vous prenez le projet BQ Sport, aujourd'hui, moi, je serais heureux de voir une équipe africaine descendre de l'avion avec Black Qualité. Ça serait un honneur, ne serait-ce que de voir une équipe africaine internationale. Aujourd'hui, on voit plein de marques en Afrique, mais une fois que les championnats est terminé ou la Coupe du Monde est finie, oups, ils oublient l'équipe. Mais nous, notre projet à nous, c'est aussi ça, de mettre en valeur ces athlètes africains, ces athlètes européens, et en particulier, là où je m'acharne, les athlètes oubliés, l'handisport. Beaucoup de grosses marques travaillent avec des valides, travaillent parce que tu as une image qui va coller à la télé. Mais qu'est-ce qui est aujourd'hui l'handisport en Afrique? On a plein d'athlètes de haut niveau handicapés qu'on ne s'occupe pas. En Europe, on a plein d'athlètes de haut niveau handicapés qu'on ne s'en occupe pas. On m'a demandé, est-ce que c'est parce que j'ai eu l'accident que je me suis plus préoccupé de ça? Je me dis peut-être, parce que j'ai réalisé que je ne pouvais peut-être plus marcher. Oui. J'ai réalisé que je ne pouvais peut-être plus porter mes enfants. Et une fois que tu réalises ça, tu te dis, mais comment un mec qui est aveugle, il peut jouer au foot? Comment un mec qui n'a pas de jambes, il peut jouer, il peut courir? Comment un mec qui ne voit pas d'un œil, il arrive à être champion du monde de lancer de poids? Et donc c'est comme ça que je me suis vraiment acharné à travailler avec l'handisport. En tout cas, c'est un bel exemple déjà pour votre histoire de reconversion et d'abnégation. Djibril, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous. Si tu dors, tu ne seras pas Ballon d'Or.